Donc, pour introduire le sujet sur les DEP, nous allons commencer par le cas d'une patiente de 73 ans qui se présente pour un scotum central de l'œil gauche depuis quelques jours. À l'œil droit, elle présentait une acuité visuelle à 20-25 avec quelques drusènes au pôle postérieur, et à l'œil gauche, une acuité visuelle à compte les doigts 1 mètre avec un décollement séreux rétinien et des exsudats en temporomaculaire. Donc l'angiographie à la fluorescéine de l'œil droit était sans anomalie, et à l'œil gauche, il y avait une hyperfluorescence inhomogène en temporomaculaire, avec à l'angiographie en ICG une hyperfluorescence tardive centromaculaire. L'OCT de l'œil droit était normal, et à l'œil gauche, on notait un décollement séreux rétinien, un décollement de l'épithélium pigmentaire à prédominance séreux de 380 microns de hauteur, un contenu hyper-réflectif à son sommet et une choroïde qui était relativement épaisse. Ces points hyper-réflectifs qui correspondaient aux exsudats. Donc il s'agit d'une déméla exsudative avec des néovaisseaux occultes et un DEP vascularisé. On a décidé donc de traiter par des injections intravitréennes de bevacizumab, mais devant ce type de décollement de l'épithélium pigmentaire, il faut toujours savoir qu'il y a un risque de déchirure de l'épithélium pigmentaire. Donc, au cours de la phase d'induction, nous avons suivi de très près la patiente avec un OCT après chaque injection, et au bout de la 3e injection, nous avons remarqué une régression partielle du DEP et du DSR. À la 4e injection, on remarque toujours la présence de ce DSR. Nous avons proposé à ce moment-là un switch vers une autre molécule, mais faute de moyens, nous avons continué donc l'Avastin, et au bout de la 5e injection, on obtient quand même une nette diminution du DEP et une quasi-disparition du DSR. Après la 6e injection, on note une récidive avec une augmentation du DEP et du DSR. On continue quand même à injecter, et au bout de la 10e injection, on remarque finalement un affaissement significatif du DEP avec une disparition du DSR et une remontée de l'acuité visuelle. Après la 11e injection, on note une récidive exsudative, et parce qu'on a espacé les injections à 6 semaines, on rapproche donc à 5 semaines, et là, pas de récidive, tout va bien. Par contre, au cours de l'évolution, on note quand même des récidives exsudatives à chaque fois que la patiente décale un tout petit peu son rendez-vous d'injection. Donc je vais lancer quand même le débat pour ce cas. Est-ce qu'il faut switcher ou continuer l'Avastin? Et jusqu'à quand on va injecter? Et ensuite, on se pose des questions également concernant la variabilité de la réponse à la même molécule. Et le conditionnement d'Avastin en Tunisie a-t-il un rôle? La réponse du bevacizumab avec les choroïdes relativement épaisses, et ensuite quelles sont les précautions en cas de DEP, et c'est ce qu'on va voir par la suite au cours de la prochaine présentation. Donc, je laisse la parole à Dr Zayeni pour un cas de RAP. Merci Imen. Donc avant de repasser la parole à Imen, je présenterai un cas de RAP. Alors c'est une patiente, c'est un patient âgé de 80 ans, voici ses 2 yeux, et il a une RAP bilatérale. Je vous montre déjà, ici donc ces 2 yeux, je vous montre déjà l'OCT en jaune de son œil gauche, qui ne nous intéresse pas beaucoup puisque s'il a une vision effondrée et qu'on va s'occuper de l'œil droit, mais pour vous montrer cet aspect typique en océanoangiographie des néovaisseaux en tête d'épingle ou punctiforme ou en épingle à cheveux, ce qu'on veut, à l'OCT angio dans les RAP. Voici son œil droit, où on voit également un petit point de néovaisseau en temporal inférieur de la fovéola. Voici son B-scan de l'œil droit, bien sûr, et l'image d'en bas est tirée d'une vidéo, et on voit un peu sur la capture de l'écran le trajet de cette RAP. Donc ce patient a eu, voici son suivi, donc depuis avril 2016, il a bénéficié, on sait que ces maladies sont extrêmement difficiles à traiter, il a eu plusieurs séries d'Avastin, une injection de Lucentis, et puis là aussi, je ne sais pas si c'est un hasard, c'est la triamcinolone qui a un tout petit peu fait arranger les choses un peu,
Et il a eu en juin 2017 une injection de triamcinolone. Il a 3/10 P4 et ça se maintient actuellement. Il y a 5/10 P2. Et voici sa dernière OCT, son BSCAN, son dernier, de septembre 2017. Et voici son OCT en jour la plus récente. Voilà, je vous remercie. Donc, je repasse la parole à Imen pour nous donner les particularités des traitements de ces formes particulières que sont le DEP et la RAP. Merci. Alors, juste avant d'aborder le volet thérapeutique dans les DEP vascularisés et les RAP, je tiens quand même à rappeler que le DEP vascularisé faisait partie de la classification de la DMLA exsudative et que maintenant on parle de néovaisseaux occultes, visibles, les anastomoses choriorétiniennes et enfin les polypes, ce qu'on appelle actuellement les aneurysmal type 1 neovascularization. Il faut savoir que c'est les néovaisseaux occultes qui sont à l'origine de tous les DEP vascularisés, mais on distingue les DEP à prédominance séreux qui peuvent être liés à des néovaisseaux occultes ou à des RAP, et dans les deux cas, le traitement, c'est les injections intravitréennes d'anti-VEGF. Dans les polypes, c'est souvent un traitement combiné par PDT et anti-VEGF. Et on distingue également les DEP fibrovasculaires dont la réponse aux anti-VEGF va dépendre de la fibrose dans le DEP. Donc, alors, quel est le traitement pour les DEP vascularisés en cas de néovaisseaux occultes ? C'est bien sûr les anti-VEGF, mais est-ce qu'il faut préférer l'aflibercept dans les DEP de grande taille, donc supérieurs à 250 microns, comme cela a été suggéré dans les études de View et les études sur le switch ? Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de supériorité de l'aflibercept par rapport au ranibizumab dans des études randomisées et comparatives. Donc la supériorité n'a pas été prouvée. Donc entre les injections d'anti-VEGF qui sont nécessaires et le risque de déchirure de l'épithélium pigmentaire, nous sommes face à un dilemme. Les déchirures spontanées dans les décollements de l'épithélium pigmentaire vascularisé ont une fréquence entre 10 et 12% des cas, mais ce risque augmente avec les injections intravitréennes d'anti-VEGF, surtout dans les 2 mois suivant les injections, avec une fréquence qui augmente entre 12 et 27% des cas. Ceci est dû à la contraction de la membrane néovasculaire. Ce risque est encore plus augmenté en cas de PDT, mais il semble qu'il y a moins de risques de déchirure dans les polypes que dans les autres types de DMLA exsudative. Alors, quels sont les facteurs de risque des déchirures de l'épithélium pigmentaire ? En angiographie à la fluorescéine, on peut rechercher cet anneau hyperfluorescent, ce qu'on appelle le ring sign, et voici l'évolution après une seule injection de ranibizumab avec une déchirure de l'EP bilatérale. Sur l'OCT, il faut mesurer la hauteur du DEP avec un cutoff de 600 microns, au-delà duquel on a 30% de risque de déchirure. Il faut rechercher les irrégularités, les interruptions focales de l'épithélium pigmentaire et enfin les plis et les rétractions de l'EP. Alors, est-ce qu'il y a une différence réellement entre les différentes molécules d'anti-VEGF dans le risque de déchirure ? Il n'y a pas de preuve de sécurité d'une molécule par rapport à une autre. Certains auteurs ont suggéré les demi-doses de ranibizumab ou d'aflibercept qui paraissent plus sûres. Quant à la triamcinolone seule ou associée à une injection de bevacizumab une semaine après, semble être plus sûre. Cependant, ce sont de petites séries, il n'y a pas de preuves suffisantes. Donc, en pratique, il n'y a pas de consensus. Chez un patient naïf, sans facteur de risque de déchirure, on va faire des anti-VEGF, en sachant que peut-être l'efficacité de l'aflibercept serait meilleure pour la résolution du DEP. Mais quand on est devant des facteurs de risque ou prédictifs de déchirure, on n'a pas de preuves, on peut peut-être essayer les demi-doses ou l'IVT de triamcinolone une semaine avant. Mais dans tous les cas, il faut informer le patient des risques et au cours de la phase d'induction, il faut faire des contrôles par OCT après chaque IVT pour détecter la moindre déchirure de l'EP. Maintenant, si le patient est en cours de traitement par anti-VEGF, on va faire une surveillance rapprochée. Il faut informer les patients du risque de continuer ou de reporter les injections. Et dans certains cas, on peut même être amené à interrompre les injections jusqu'à diminution des signes et contrôle toutes les 1 à 2 semaines. Mais ce qui n'est pas vraiment réalisable en pratique. En cas de déchirure de l'épithélium pigmentaire, on va continuer les injections jusqu'à disparition des signes d'activité.
Maintenant, concernant les polypes, il faut distinguer deux formes de polypes. La première, c'est les polypes idiopathiques associés ou pas à un branching vascular network, avec une choroïde qui est épaisse et une hyperperméabilité en ICG. Dans ces cas, il faut plutôt indiquer un traitement combiné par PDT et anti-VEGF. Et ensuite, les polypes qui sont associés à une DMLA, donc avec une choroïde qui est moins épaisse et pas d'hyperperméabilité en ICG, ils répondent bien aux anti-VEGF, mais on peut être amené quand même à pratiquer une PDT pour occlure les polypes. Concernant les molécules, avec l'étude d'Everest, on sait que la PDT associée au ranibizumab a une efficacité meilleure que le ranibizumab seul, alors qu'avec l'étude Planète, on sait que l'efficacité de l'aflibercept seul est égale à l'efficacité de l'aflibercept associée à la PDT. Donc finalement, peut-être que dans les polypes, on pourrait penser à préférer l'aflibercept plutôt que le ranibizumab. Maintenant, on passe aux anastomoses choriorétiniennes. Ce sont des communications anormales entre la rétine et la choroïde. Ça peut venir de la rétine, de la choroïde ou alors des deux. Et l'OCTA nous a aidé à définir ce complexe intrarétinien qui provient du plexus capillaire profond. Il faut savoir détecter les signes précurseurs des RAP, à savoir ces petits points hyperréflectifs qui migrent de l'épithélium pigmentaire vers la rétine, et aussi l'amincissement de la rétine externe, où le plexus capillaire profond va devenir de plus en plus proche de l'épithélium pigmentaire. L'OCTA aide également au diagnostic précoce en montrant ce flux vasculaire anormal au niveau du plexus capillaire profond. Alors, les RAP peuvent être très agressives avec une évolution spontanée très péjorative. Le traitement par laser ou PDT a un grand risque de complications et d'atrophie. Donc, le traitement de choix, c'est bien sûr les anti-VEGF, avec une efficacité similaire entre le ranibizumab et le bevacizumab, et on sait qu'on a de bonnes réponses également avec l'aflibercept. Donc, dans tous les cas, on va commencer par une phase d'induction qui va être suivie par une phase d'entretien et un protocole selon l'évolution. On a quand même une bonne réponse aux anti-VEGF avec une résolution du fluide intrarétinien et des DEP après 1 à 2 injections. On a un meilleur pronostic que les autres néovaisseaux de la DMLA, mais cela dépend du stade de la communication de la RAP, et on a un moindre nombre d'injections que dans les néovaisseaux occultes. Cependant, l'évolution va se faire souvent vers l'atrophie dans 65% des cas, vers la récidive et la bilatéralisation à 100% à 3 ans. Voilà, je vous remercie.